nationale. Au Cameroun, le berceau de nos ancêtres, magnifiquement chanté en langue massa par une petite chorale constituée majoritairement de jeunes filles. Situn pede kai sunak nagu Ali lop na bag dog dogo Bog mangana nagadamirida Naketi muldagasida Irida vuma Aminda baguzi subudangolda Des parchemins solennellement remis à des enseignants de la langue et de la culture massa, en présence des autorités administratives et des élites du Mayo Danaï, au terme de près d'une semaine de séminaires ateliers sur le renforcement des capacités dans la maîtrise et la promotion des codes et supports de la culture massa. Pendant ces 5 jours, il a été question pour nous d'apprendre à lire et à écrire en massa. Et donc, nous avons commencé par égrener l'alphabet massa. Et on a constaté que là-dedans, il y a 26 consonnes, 5 voyelles brèves et 3 voyelles longues. Un ton mis à la place de l'autre change complètement le sens du mot massa. Exemple, laouna s'écrit L-A-W-N-A. Or, laouna s'écrit exactement de la même façon. Alors, comment distinguer que on parle de laouna qui est Dieu et de laouna qui est la parole, les problèmes, les histoires? Il fallait donc y mettre le ton, donner un ton sur une quelconque voyelle pour qu'on lise laouna ou laouna. Nous le disions il y a quelque temps, une bonne partie de notre patrimoine culturel scientifique est déjà complètement perdue parce que nous n'avons pas eu la bonne idée de conserver cela à l'écrit. Alors on a appelé donc certains de nos frères du Tchad, du Cameroun, du Grand Sud, de la Damawa, du Grand Ouest. Tout le monde s'est retrouvé pour qu'on s'harmonise, pour qu'on essaie un peu de mettre ensemble les différents systèmes. Parce que d'autres, non seulement ne savent pas écrire, mais d'autres essayaient un peu d'écrire à travers des systèmes rudimentaires, mais qui sont en réalité diversifiés. Or, une langue, pour que sa promotion écrite soit faite dans de très bonnes conditions, il est strictement nécessaire que toutes les différentes techniques soient harmonisées de sorte qu'on ait un seul système d'écriture. Alors on essaie un peu de mettre ensemble les habitudes que les gens avaient, on essaie un peu de faire appel à un certain nombre de techniques scientifiquement connues. On met tout cela ensemble afin de trouver à la langue un système, parce qu'il faut le rappeler, la langue massa a beaucoup de variantes. Chacun parle comme sa région le lui demande, comme sa région le lui a appris. Or, cela ne peut pas nous permettre de promouvoir une langue massa connue et parlée de tous. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis ensemble. Donc, pour me résumer, pour lutter contre l'oubli de nos valeurs culturelles et également pour permettre aux gens de s'accorder autour d'une seule façon d'écrire. On peut parler de plusieurs façons, mais il est important que nous puissions avoir un seul système d'écriture. La langue est un problème en Afrique. Parce qu'il n'y a pas meilleur marqueur culturel qu'une langue. Et aujourd'hui, ça avait beaucoup de regrets que nous faisons une conférence comme celle-ci en parlant la langue française. Bien sûr, je vois la dimension internationale, je vois la connexion avec les autres peuples,
Je vois les relations internationales avec une langue comme celle-là. Mais nous aussi, on pourrait leur imposer une langue. Ou bien faire accepter notre langue. Il y a un défi linguistique qui interpelle les Massa. Et je crois qu'ils ont commencé à le faire avec cette formation que nous venons de vivre avec la remise des diplômes. C'est très très intéressant, c'est très instructif. Et ce qui m'a plu, c'est de voir la qualité des candidats, la qualité des participants. C'est des professeurs, c'est des ménagères, c'est des cadres d'entreprise. Et je crois qu'ils ont compris le message. Il y a un défi linguistique que les Massa veulent relever. Et c'est un défi national. Et le Cameroun a tout intérêt à faire la même chose. De nombreux visiteurs, dont les illustres personnalités, à l'instar des membres du gouvernement de la République, le ministre Bidounkpad, des Arts et de la Culture, le ministre Menuna Fotsu, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, par ailleurs élite locale et principal sponsor du Tokna Massana, des personnalités qui s'émerveillent devant les divers trésors artistiques et culturels exposés au musée des peuples de la vallée du Logone à Yagoua. Le musée de la vallée du Logone est une structure très jeune qui aujourd'hui ouvre très officiellement ses portes. La première thématique de l'exposition permanente porte sur la préhistoire et l'histoire dans la vallée du Logone, soit 150 000 ans avant notre ère. Et dans cette exposition, nous présentons les différentes séquences chronoculturelles avec les outils matériels qui ont été façonnés par les hommes, avec la représentation de toutes les phases de l'évolution humaine dans cette région. Au-delà de ça, nous abordons le Pléistocène, l'Holocène, avec également les industries de la préhistoire, les industries du néolithique et toutes les composantes qui rentrent dans la culture matérielle, les vestiges lithiques, les vestiges de nature céramique. Nous avons également le métal qui retrace toute cette longue étape de l'humanisation. L'exposition permanente toujours a aussi fait allusion aux différents groupes ethniques qui existent dans la vallée du Logone, notamment les Massa, les Mouzeuil, les Tupuri, les Wina, les Gizei, les Kera, les Kotoko et autres. Et nous avons également représenté chaque objet par un élément symbole de cette identité, ces identités plurielles. Au-delà de ça, il y a une case, il y a une exposition toujours permanente qui est dévolue à la thématique de la femme, le rôle central que représente la femme dans la société africaine ou dans la vallée du Logone, celle qui se couche tard et se lève tôt, celle qui fait pratiquement toutes les activités domestiques, celle qui maintient le socle social ou la cohésion sociale dans la communauté. Une autre salle qui est consacrée aux arts de guerre et à l'architecture de la vallée du Logone avec la représentation de tous les éléments qui concourent à cette représentation, à ces grands mécanismes culturels qui matérialisent l'évolution ou la maîtrise technique et technologique des peuples de la vallée du Logone. Là, par exemple, nous avons un dispositif qui permettait de faire le rite de l'Ordali chez les Mouzeuil. Et on pilait une potion à l'intérieur à laquelle, cette potion qu'on déposait ici et qu'on faisait boire lorsqu'il y avait des juridictions et qu'on voudrait établir soit les responsabilités des prévenus. Nous avons également là des bracelets composés en laiton, en cuivre, en bronze et également des bracelets en aluminium qui sont plus récents. Et ici spécifiquement, ces objets ont été découverts sur le site archéologique de Vélé. Oui, sur le site archéologique de Vélé. Ce sont des recherches que nous avons réalisées et on les a découverts de manière fortuite. Là, c'est un chaînon de collier plus un bracelet. Ce sont des objets qui aujourd'hui ne figurent pas dans la littérature archéologique ni anthropologique connue.
Et malheureusement, ces sites sont en train d'être détruits sans qu'il y ait eu des recherches conséquentes. Enfin ici, nous avons voulu montrer le processus, les éléments qui rentrent dans le processus de le processus de transformation de la matière pour obtenir le fer. Et là, nous avons une tuyère qui a été prélevée à la suite d'une fouille archéologique, une tuyère appartenant à un fourneau géant. Cette tuyère permettait le passage de l'air qui permettait maintenant de chauffer tout le dispositif avec le comburant, avec la terre ferralétique. Et d'un côté se déversaient les scories, les résidus inutiles issus de la fonte du fer. Nous voyons ces petites marques sur le fond. Et en dessous, comme ici, se déposait la loupe avec laquelle on obtenait tous les objets en fer. Donc la loupe se déposait juste là. Et voilà la tuyère telle que présentée ici, découverte également en contexte archéologique dans la zone de la vallée du Logone. Des pièces de monnaie qui servaient également de dot avant. Donc nous avons tout ce contexte, tout ce climat technologique, tout ce climat artistique qui est tellement maîtrisé, qui est tellement connu dans la vallée du Logone, mais peu d'études fusent à ce niveau. En fait, la vallée du Logone est une terre d'occupation ancienne, habitée par des hommes et des femmes venus des horizons divers à la recherche des terres hospitalières. Dans le milieu où ils s'installent, progressivement et continuellement, ils mettent à contribution leur ingéniosité pour tirer le meilleur pari des ressources naturelles disponibles. Au-delà de ça, nous avons une exposition temporaire sur une thématique bien définie et en rapport avec un matériau qui est beaucoup plus représenté dans la vallée du Logone, notamment le métal. Et autour de cette exposition, nous avons mis en évidence la technique de la cire perdue. Comment on obtenait des objets à la suite de la transformation de la matière, que ce soit le bronze, que ce soit le cuivre, que ce soit du laiton ou de l'aluminium, on obtient des objets d'une facture hautement technique, d'une valeur tellement artistique qui n'a aucune équivalence ailleurs. Une spécificité de la vallée du Logone qui montre le génie technologique et la maîtrise technique des peuples de la vallée du Logone. Et là, on a une diversité d'objets, des bracelets qui rentrent dans les arts décoratoires. Nous avons également des objets rituels avec des clochettes pour les rites de possession, pour les rites de divination, pour les rites notamment de l'ordalie ou des juridictions locales, et aussi pour les harnachements ou les décorations sur les animaux, avec également les instruments de guerre. La pierre taillée et polie sous toutes ses formes et pour tous les usages, tirée essentiellement du granit, roche dure qui est présente dès le 8e millénaire avant notre ère. L'argile, malléable, prêtera sa plasticité à la fabrication des jarres funéraires, des ustensiles de transport et de stockage de liquides et graines, de la vaisselle culinaire, cultuelle et de service.
rituelle et profane, la céramique Massa, Tupuri, Musei, Musgum, est caractéristique de leur milieu où le gigantisme de dispute à la miniature sans jamais imposer la hiérarchie ou la substitution. La domestication des plantes et des animaux a, elle aussi, laissé des traces remarquables et remarquées. Difficile de ne pas reconnaître que les peuples de la vallée du Logone ont pris une part active et déterminante dans la domestication des céréales, dans le millet et le mil. Désormais armés de houes, de haches, de tridents, de couteaux, ces hommes s'attaqueront efficacement à la terre avec des rendements agricoles conséquents. La végétation subit alors le contre-coup de la maîtrise du fer et, progressivement, la flore arborée des premiers siècles de notre ère se mue en savane arbusive et herbeuse. Premièrement, nous avons d'abord la cire qui est chauffée pour retirer les impuretés. Après l'avoir chauffée, il y a un bloc conforme. Lorsque ce bloc est formé dans un moule, on le réchauffe encore et à la base d'un objet contournant ou d'un couteau, on façonne l'objet qu'on voudrait obtenir. Après l'avoir façonné, on traite d'abord la matière, que ce soit le laiton, que ce soit l'étain, que ce soit le bronze, que ce soit du cuivre. On traite la matière et on prend également de côté l'argile qui va recouvrir l'objet. On le met au soleil pour qu'il ventile ou qu'il sèche. Oui, une fois séché, les objets de cire recouverts d'argile sont mis au soleil une fois de plus et on perce un orifice qui permettra, après avoir chauffé l'objet, de permettre que la cire s'échappe et le vide qui est contenu cette fois dans l'argile dessine les contours de l'objet qu'on voudrait avoir. Une fois la cire déversée par l'orifice, on chauffe cette fois la matière, que ce soit le bronze, que ce soit l'aluminium, que ce soit le laiton, le cuivre. Par le même orifice, on verse la matière chauffée qui va épouser cette fois les contours de l'argile creuse qui avait d'abord été façonnée par la cire qui est déversée. Et lorsque ce procédé est atteint, on laisse chauffe, on ne chauffe plus, mais on laisse refroidir et on casse la protection ou le contour en argile et on obtient un objet final tel qu'on voudrait qu'il ait la forme. Cette brève visite de la préhistoire annonce la richesse des temps historiques. Entre autres leçons à retenir, les peuples de la vallée du Logone sont producteurs de culture depuis les temps anciens. Voilà des objets de parure en aluminium et aussi du bronze, le laiton, avec des décors très très fins. Oui, là nous avons des objets qui non seulement relèvent du quotidien, mais expriment également les croyances spirituelles ou la spiritualité dans la vallée du Logone. Ici, ce sont des pipes rituelles qui étaient justement utilisées par des devins ou des prêtres ou des chamans. Il y a également là des clochettes. Nous avons là à côté des labrins
contrairement à ce que nous avons vu dans l'autre salle, sont délabrés en aluminium, pas cette fois en argile. Il y a des pipes féminines, des pipes gémellaires ou à double ouverture. Et là, ce sont entre autres tous ces objets qu'on obtient à l'issue de ce procédé à la cire perdue. Là également, nous nous rendons compte que les objets en métal n'étaient pas utilisés que sur des corps humains. Voilà entre autres les équipements de poneys, les parures qu'on retrouvait sur les chevaux ou les poneys, qui faisaient également partie du quotidien de l'homme. Le poney n'était pas simplement un animal, c'était un être humain avec toute sa composante physique et macrocosmique. Et là également, nous avons des haches rituelles qui se distinguent par leur usage en fonction du décor, en fonction de la forme. Et c'était beaucoup plus des femmes mosaïques de la rive gauche du Logone qui les utilisaient, parfois pour les danses rituelles, parfois pour les rites de divination. Il y a tout un ensemble d'activités dévolues à cela. Ici, nous avons également voulu faire une digression en mettant en évidence cette fois les objets obtenus par d'autres formes de techniques. Là, c'est la technique de réduction du fer. Ce sont des objets en fer cette fois qui sont obtenus par des procédés divers, mais les usages ici sont multiples. Là, nous avons des pièces de monnaie qui servaient également d'échange, parfois pour la dot. Dans la vallée du Logone, là, nous avons des haches, mais tout ceci servait comme monnaie d'échange, au-delà de leur aspect fonctionnel. Et aussi dans cette exposition, nous avons mis en exergue l'industrie métallurgique avec tous les procédés, toutes les grandes étapes de la transformation de la matière à l'obtention d'un produit fini qu'est le fer. Et dans cette exposition, on présente une tuyère qui est l'un des éléments principaux par lequel entre l'air pour permettre la réduction du fer en séparant la loupe qui sera réutilisée pour obtenir beaucoup d'objets et le déchet, les scories d'une part. Et toute cette exposition, tout ce parcours démontre à aisance la valeur culturelle, l'ancienneté technologique et la maîtrise des outils des peuples de la vallée du Logone, chose qui nous manque aujourd'hui, mais c'est une manière de nous réapproprier de notre patrimoine culturel. Ces infimes traces de leur savoir-faire permettent aujourd'hui de remonter le temps et d'appréhender leur contribution à la grande aventure de l'humanité au regard de leur patrimoine gastronomique, architectural, artistique, agricole, halieutique, pastoral ou encore religieux. Au total, le musée de la vallée du Logone s'avère un lieu d'apprentissage et d'exploration, un lieu de rencontre et de collaboration, un lieu ouvert au monde et sur le monde.